Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 à la une de l'actualité ce soir. Les résultats des élections couplées municipales et régionales continuent d'être proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Depuis hier dimanche, les premiers chiffres ont été donnés, permettant de dessiner les toutes premières tendances. Après la proclamation des résultats vient la phase du contentieux. Il s'agit à ce stade de permettre à tous les candidats de signaler des irrégularités qu'ils auraient relevées pendant ou après le vote, des anomalies qui pourraient entacher la régularité du scrutin. La Côte d'Ivoire abrite la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique. C'est une rencontre qui réunit environ 350 délégués issus de 51 pays du monde. Il s'agit de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité des plateformes aéroportuaires. Et dans le sud de la France, le bilan des intempéries dans l'Aude s'est encore alourdi. Au moins 13 morts. Le Premier ministre de l'Intérieur par intérim, Édouard Philippe, s'est rendu auprès des sinistrés. Bienvenue à tous dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Élections municipales et régionales du samedi 13 octobre, la Commission électorale indépendante poursuit la publication des résultats. Depuis hier dimanche, des tendances se dessinent avec notamment des visages bien connus. Gabriel Zani nous propose un point des personnalités élues. Ce sont des visages bien connus du public. Ministres et hauts cadres de l'administration ou leaders de partis politiques ont aussi concouru pour obtenir des postes électifs autant dans les régions que dans les communes. Pour les régions, dans le Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto est la gagnante pour le compte du RHDP. Sous la même chapelle politique, Albert Mabry-Touakeus prend la tête de la région du Tonki, pendant que Patrick Hachi s'impose dans la Mai sous la bannière du PDCI RHDP. Dans le Gontougo, Kobena Kwasi Adjoumani triomphe et implante le drapeau du RHDP. Dans le Bouaclé, Philippe Légré arrive en tête à Kaawele dans le sud de Komoé. Enfin, Birahima Ouattara est le grand vainqueur dans le Tchologo, mais la région du Gbeke revient à Jacques Kofi Saraka, candidat PDCI. Ces personnalités ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe. D'autres se sont bien illustrés au soir des joutes électorales pour les municipales. À Tekoubé, le ministre des Sports, Claude Paulin Danho, candidat RHDP, s'est fait élire dans cette municipalité dont il a les clés depuis 2001. À Yopougon, le ministre Gilbert Kone-Kafana a rempli pour un deuxième mandat après son premier reçu en 2013. À Bobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko s'est imposé. À Diaké, Sieyen Yakuba gagne pour le compte du RHDP. Les candidats RHDP, Siseba Congo, François Amicha ont été élus respectivement à Koumassi et Trècheville, pendant que Jacques Ewo se fait élire au plateau sous la chapelle du PDCI. La commission électorale indépendante n'a pas encore fini de donner tous les résultats. 24 heures après la proclamation des premiers résultats, voici les tendances qui se dessinent. C'était au total 1672 listes de candidatures pour les 31 régions et les 201 communes du pays. Que disent les observateurs de ce scrutin? La Convention de la société civile ivoirienne a déployé une mission d'observation électorale dite observation citoyenne le dernier jour de la campagne et surtout le jour du scrutin. Le point de ces observations avec Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. La Convention de la société civile ivoirienne est l'une des premières structures de la société civile engagée dans la mission d'observation électorale en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des élections couplées du 13 octobre dernier, l'organisation a déployé 43 observateurs dans 23 chefs-lieux de région et le district autonome d'Abidjan pour superviser le dernier jour de la campagne et 335 observateurs le jour du scrutin. La mission d'observation électorale citoyenne de la CSI note que le scrutin s'est globalement bien déroulé. Cependant, on note avec regret des pertes en vies humaines liées au processus électoral. La mission d'observation électorale citoyenne de la CSI salue l'effort de la CEI pour avoir facilité la présence de nombreux observateurs nationaux. Je note avec satisfaction la brillante participation des acteurs nationaux de la société civile dans le processus électoral. L'organisation fait des recommandations à la CEI, aux candidats, aux populations ainsi qu'au gouvernement. De prendre toutes les dispositions pour garantir et assurer la protection des biens et des personnes après la proclamation des résultats.
de diligenter des enquêtes sur les violences post-électorales, notamment les assassinats et enlèvements, et prendre des dispositions idoines pour sanctionner les auteurs. À la CEI, d'accélérer la proclamation de ces résultats afin de faire baisser les tensions, de rendre disponible le matériel électoral dans tous les bureaux de vote à temps et à l'heure, et enfin de faire respecter les dispositions du code électoral. Aux candidats, d'éviter tout comportement susceptible de compromettre la paix et la quiétude sociale, d'avoir une attitude républicaine et d'accepter le verdict des urnes, d'utiliser les voies de recours légales pour toute contestation éventuelle. Aux populations, d'être vigilants et de ne pas servir de bétail électoral transporté ici et là, de ne pas céder à la manipulation et à la violence. Créée en 2005, la Convention de la société civile ivoirienne est une fêtière à politique inclusive, comprenant 162 structures nationales. Elle a couvert plus de 1300 bureaux de vote sur les 20 054 repartis sur l'ensemble du pays. 300 observateurs également déployés par le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique. L'ONG conclut un scrutin juste et transparent. Depuis Yamoussoukro, elle appelle les candidats et partis politiques à utiliser les voies judiciaires pour les recours afin d'éviter tout affrontement. Soro Corona. Nos observateurs nous révèlent une relative maîtrise du processus du vote par la population, conduisant à une réduction sensible des bulletins nuls. Aucun de ces incidents n'ont été de nature à inverser le résultat du scrutin dans les circonscriptions électorales concernées. Aucune entrave ou intimidation majeure n'a été faite aux électeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques dans la majorité des lieux de bureaux de vote visités. Déclaration de l'ONG GEDES Afrique, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique au lendemain des élections couplées du 13 octobre. Cette ONG a déployé sur le terrain plus de 300 observateurs pour s'assurer du bon déroulement du vote. Après les données collectées sur l'ensemble du territoire, l'ONG GEDES Afrique Section Côte d'Ivoire affirme que les conditions ont été remplies pour des élections crédibles et démocratiques. Avant la production d'un rapport exhaustif qui consignera le travail de nos observateurs, l'inventaire des résultats déjà recueillis sur le scrutin nous permet cependant d'affirmer que ces élections couplées municipales et régionales du 13 octobre 2018 remplissent les conditions d'une élection juste, transparente, crédible et démocratique. Dans sa déclaration, le président de l'ONG GEDES Afrique a également salué la sécurisation efficace et discrète des élections. Traoré Souleymane a invité les candidats et partis politiques à saisir les juridictions pour le règlement des contentieux, toute chose pour éviter les affrontements et tensions. Voilà, les candidats sont donc invités à saisir les juridictions compétentes en cas d'irrégularité. Une période de recours, celle du contentieux, fait partie du processus électoral. Comment fonctionne ce recours post-électoral? Alexis Ouedraogo nous explique. Au terme de la publication des résultats des élections couplées, s'ouvre la période du contentieux électoral. Irrégularité, désaccord sur les résultats rendus publics, la loi prévoit un recours dans l'ordre et la discipline. Nul besoin donc de casse et autres incidents. Pour les municipales, le droit de contester une municipale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats. La commission donne immédiatement connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée. Elle les prévient aussi qu'ils ont 15 jours maximum pour présenter leur défense. Au niveau du conseil régional, tout électeur, candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des élections dans sa région. Les réclamations sont consignées au procès-verbal ou déposées auprès de la commission électorale les 5 jours suivant la date de la proclamation des résultats.
La commission donne alors connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée, puis les informe qu'ils ont 15 jours au maximum pour présenter leur défense. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans les 3 mois qui suivent à de nouvelles élections. Ce délai peut être prorogé en Conseil des ministres, mais il ne peut excéder 12 mois, sauf pour des raisons d'ordre public. Les résultats pour ces élections couplées continuent de tomber. Dans le même temps, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, est en congrès extraordinaire aujourd'hui à Daoukro. Que ressort-il de cette rencontre politique? Nous vous en proposerons un point dans nos prochains journaux. Dans le domaine des transports, la Côte d'Ivoire abrite la 27e session du Conseil international des aéroports, section Afrique. C'est une rencontre qui réunit environ 350 délégués issus de 51 pays du monde. Il s'agit de plancher sur les notions de sûreté et aussi de sécurité des plateformes aéroportuaires. Francis Boifo. Malgré les efforts des gouvernants, le transport aérien en Afrique fait face à de nombreux défis depuis des décennies, selon des experts. On note la faiblesse de la sécurité et de la sûreté avec un niveau en dessous de la moyenne mondiale. Des infrastructures pauvres qui ne correspondent pas aux normes de l'OACI et l'insuffisance de personnel qualifié. Fort heureusement, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan fait partie des plateformes aéroportuaires les mieux classées en Afrique. Aéria, gestionnaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a reçu donc en 2016 le prix de la meilleure amélioration de la sécurité aéroportuaire en Afrique, Safety Awards, son certificat d'aérodrome en 2017, le premier exploitant d'aéroport d'Afrique déclaré neutre en carbone, la certification ISO 9015 et enfin l'agrément de la TSA qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui effectue maintenant 3 vols par semaine directs d'Abidjan à l'aéroport Newark dans le New Jersey. Le dynamisme impulsé par Aéria sur la plateforme est une des raisons qui justifie la tenue de la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique à Abidjan. Il s'agit pour environ 350 délégués venus de 50 pays du monde de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité pour un transport aérien plus sûr, plus sérieux, efficace et écologiquement responsable. Engagés dans le même combat, confrontés aux mêmes défis, les aéroports africains sont condamnés à travailler davantage, à travailler ensemble pour répondre aux standards internationaux. Avec 260 aéroports et 40 partenaires commerciaux répartis dans 51 pays, le Conseil international des aéroports section Afrique fait la promotion de l'excellence dans la gestion et l'exploitation des aéroports. Cette rencontre du Conseil international des aéroports section Afrique fait également le point des défis des compagnies nationales dans le ciel africain. En dépit du nombre croissant de voyageurs, la plupart de ces compagnies aériennes africaines battent de l'aile. Air Côte d'Ivoire, depuis sa création en 2012, ne cesse de progresser, mais la compagnie ne parvient pas à être rentable plus de 6 ans après sa nouvelle naissance. Qu'est-ce qui freine l'envol des compagnies nationales africaines? C'est un reportage signé Didier Nguessan. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 17h. Certains voyageurs arrivent, d'autres partent. Le trafic ici a dépassé les 2 millions de passagers en 2017. Un record réalisé grâce à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui représente plus de 40% de ce trafic. Elle dessert une vingtaine de villes en Afrique de l'Ouest et du Centre, tout comme son principal concurrent, Sky Airlines. Sur ces lignes intra-africaines, certaines compagnies occidentales transporteraient des passagers d'une capitale africaine à une autre, alors que la pratique est officiellement interdite. Ils n'ont pas le droit de trafic. L'accord de Yamoussoukro, qui empêche les compagnies non africaines, ne peut pas prendre des passagers de capitale à capitale quand il s'agit des capitales africaines. Sollicités pour se prononcer sur la question, les compagnies internationales contactées n'ont pas donné suite à notre demande. Face à la concurrence, les vols régionaux représentent un enjeu commercial stratégique. La plupart des compagnies africaines, quand elles commencent, non seulement elles veulent faire du régional, elles veulent faire également le long courrier. Nous, ça fait presque 5 ans
que nous sommes sur les routes africaines, nous attendons d'être bien organisés et ensuite nous allons nous lancer sur le long courrier. Parce qu'à vouloir faire les deux en même temps, généralement, on ne réussit pas quand on est en Afrique. Autre levier pour demeurer compétitif, des ressources humaines locales bien formées. On s'est aperçu que sur le marché, on avait très peu de pilotes ivoiriens, soit qui étaient allés sur d'autres choses, soit qui étaient trop anciens. Notre objectif, c'est de former nos pilotes. C'est un investissement qui est long, mais qui est rentable à la fin. Il y a une partie de la formation qui est faite au niveau de l'ENSTP de Yamoussoukro. Et ensuite, pour la formation pratique, comme nous n'avions pas de structure, on les a envoyés à Agen. La fierté d'un pays, c'est le pavillon et les hommes qui conduisent nos avions. 15 jeunes pilotes ivoiriens formés par Air Côte d'Ivoire viennent d'intégrer la compagnie. La formation d'un pilote coûte entre 55 et 65 millions de francs CFA. La compagnie projette de former 77 pilotes d'avion et 120 techniciens d'ici à 2026. Côté passagers, de plus en plus de personnes se déplacent en avion, tandis que le volume de fret a cru d'environ 8% en 2017. Malgré cette embellie, Air Côte d'Ivoire n'est pas encore rentable. Chez le Challenger, 2 directeurs généraux ont rendu le tablier en 5 ans. Des difficultés de rentabilité liées en partie aux redevances et taxes aéroportuaires. Elles représentent en moyenne 36% de la valeur du billet d'avion à l'aéroport d'Abidjan. Trop de charges pour pas assez de revenus. Sur un vol, Bamako-Ouaga en aller-retour, qui coûte 257 300 francs CFA, les taxes sont estimées à 138 940 francs CFA. Des charges qui empêcheraient les compagnies low cost d'opérer en Afrique de l'Ouest. Pour attirer plus de passagers en Côte d'Ivoire, le gouvernement a supprimé en 2016 2 taxes aéroportuaires et réduit de moitié les frais touristiques et taxes d'embarquement. Doper le marché passe aussi par des infrastructures crédibles. C'est le cas de l'aéroport d'Abidjan, certifié par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le sens de cette certification, c'est de garantir aux compagnies aériennes et à leurs passagers que lorsqu'ils atterrissent ou lorsqu'ils décollent de l'aéroport d'Abidjan, ils le font en toute sécurité. On parle bien du fait que la piste est suffisamment longue, suffisamment large, que les indications au sol sont conformes, on soit sûr qu'il n'y a pas de risque d'accident. Pour les compagnies aériennes, c'est d'abord la sécurité qui forge la réputation. À Abidjan, Adama est aux commandes de la tour de contrôle avec 17 ans d'expérience à son actif. Donc, le contrôleur de la circulation aérienne est en fait un architecte qui constitue quelque part les yeux du pilote et les oreilles du pilote. À partir de son poste de travail, il reçoit un certain nombre d'informations. Et en fonction de ça, avec des normes, des règles de séparation, il réussit donc à pouvoir faire évoluer, faire se côtoyer dans un même environnement aérien, donc l'ensemble des avions qui sont aussi bien en l'air que ceux qui sont au sol. Une mission de veille d'autant plus importante sur le continent africain qu'il enregistre 4 fois plus d'accidents d'avion qu'ailleurs. Sur la sécurité, l'autorité de l'aviation civile est confiante. Il faudrait rappeler que les passagers, leurs bagages, le fret et même la restauration à bord, c'est-à-dire que la nourriture que consomment les passagers à bord, tout cela est inspecté, filtré avant d'être introduit à bord des aéronefs. Tous les accès qui sont contrôlés, vous ne pouvez pas accéder à une partie réglementée de l'aéroport sans contrôle et sans avoir l'autorisation d'accès. Le ciel africain s'est assombri ces dernières années. Plusieurs compagnies aériennes ont disparu. Celles qui subsistent battent souvent de l'aile. Pour être rentables, de nombreux enjeux restent à relever. Ils sont d'ordre sécuritaire, économique et managérial. Cependant, la forte croissance du transport aérien sur le continent laisse entrevoir un avenir moins turbulent. Également à relever lors des assises de la transformation digitale en Afrique qui se sont tenues à Abidjan. Elles ont réuni près d'une centaine de participants. Ils ont planché sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Davis Oyo et Patricia Omouetia. Claude Isaac D à la 7e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique dénommée ATDA. Un rendez-vous traditionnel consacré à l'écosystème numérique pour échanger sur les avantages de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Pour le ministre de l'économie numérique et de la Poste, le numérique est un facteur sur lequel les États africains, la Côte d'Ivoire en particulier, doivent davantage s'appuyer pour booster le développement dans tous les secteurs d'activité. Les choses changent. Alors il faut pouvoir tirer bénéfice de tous ces progrès technologiques pour pouvoir mieux se développer. Rendre accessibles les infrastructures numériques à toutes les populations, entre autres l'Internet, l'informatique, est l'un des objectifs de cette tribune. Pour les organisateurs de ces assises, le monde du numérique est un secteur pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, on a besoin des experts en cybersécurité. Il y en a très peu, donc on va les former. Ça va permettre de protéger l'économie. On a besoin de plus en plus d'experts dans le domaine de traitement des données, puisque les données, il faut les traiter. C'est comme de la matière première, il faut savoir les traiter et pouvoir les valoriser. Et donc, tout un système de formation, de cadres, d'experts en matière de système d'information pour que l'économie numérique puisse se développer. Des rencontres B2B, échanges entre experts locaux et internationaux sur les opportunités d'affaires et des panels ont meublé durant 48 heures la 7e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique. Les TIC interviennent également dans la création et dans le développement de la plupart des start-up. Le 3e forum économique de start-up, incubateurs et investisseurs d'Afrique a été lancé. Ce forum vise à la mise en place d'une plateforme continentale pour l'accélération de start-up innovantes, rentables et surtout pourvoyeuses d'emplois pour les jeunes. 250 start-up provenant de 54 pays d'Afrique sont attendues à Abidjan du 13 au 18 novembre prochain. Chèque connaît. Le Forum économique de start-up, incubateurs et investisseurs d'Afrique est une plateforme avec pour objectif de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Pour sa 3e édition, au moins 1000 dirigeants de start-up, dont 250 en provenance de plusieurs pays, sont attendus. Durant 4 jours, plusieurs start-up en bénéficieront de formations en matière de création avec des volets juridiques, techniques et financiers. De quoi leur offrir des rudiments pour être de futurs champions nationaux. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, qui a accordé son appui institutionnel à cet événement, sa volonté est d'impulser l'éclosion de start-up en Côte d'Ivoire. Il s'agit également de créer les véritables conditions de développement de l'entrepreneuriat par la mise en place de mécanismes législatifs pour l'encadrement de l'écosystème des start-up dans le cadre d'un partenariat public-privé renforcé. Comme les 2 précédentes éditions, 20 prix seront décernés à chaque lauréat dans plusieurs secteurs d'activité. Les jeunes se lancent de plus en plus dans la création d'entreprises. C'est le cas de Brice et Karl, pressentis pour travailler dans le domaine des finances après de hautes études en économie. Ces 2 jeunes Ivoiriens vivant aux États-Unis et passionnés d'art se sont lancés. L'un est dans le milieu du dessin et du design, l'autre est sculpteur de marbre. Michel Digré les a rencontrés à New York, sans reportage. New York, place tournante de la création et du marché des arts. C'est dans cette mégalopole que Brice Esso, jeune Ivoirien diplômé en économie, a décidé de se reconvertir dans le domaine de l'art. Après la peinture, le dessin, la photographie, il excelle aujourd'hui dans la sculpture du marbre et vient d'achever sa formation à l'Académie d'art de New York. Je suis le premier étudiant qui sort de cette université qui travaille le marbre. Et jusqu'à aujourd'hui, même les professeurs de l'école disent que je suis le seul Africain sculpteur de marbre professionnel, on peut dire un peu quand même de renom. Ce jour, il a rendez-vous avec les responsables de cette académie pour parler projet. Brice se souvient encore de ses premiers pas dans cette école d'élite. Ça, c'est ma toute première classe en fait de sculpture. C'est ici que je passais toute ma vie. Je venais ici de 9h à minuit en train d'apprendre les bases de la sculpture. Parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas sculpter. Donc, je devais apprendre ces petites figurines-là. Mais la première chose qu'on devait apprendre, la première classe, c'était des bustes. C'était un portrait. Donc après, moi, j'ai commencé. Et puis après le portrait, j'ai commencé à développer en fait cet amour pour la forme humaine. Donc, comme vous pouvez voir ici, on se concentre beaucoup sur l'anatomie dans cette école. Et puis bon, c'est à New York. Donc si tu te bats, tu peux facilement sortir comme je l'ai fait, ou je suis sorti à partir d'ici pour travailler en Italie. L'Italie et ses importantes carrières de marbre ouvrent ses bras à Brice Esso. Et c'est ici qu'il pratique son art, grandeur nature. Des créations qu'il réalise pendant de longues heures de travail acharné, parmi elles, une en cours de réalisation.
celle de son idole, Didier Drogba. Didier Drogba a été cette personne-là qui m'a en fait fait me révéler à moi-même, C'est-à-dire qu'en 2006, quand on est arrivé en finale de la CAN, j'ai réalisé que c'était possible. Quand on est arrivé en Coupe du Monde, j'ai réalisé que c'était possible. Mais c'était possible juste parce qu'il le croyait. Il croyait que c'était possible de le faire. C'était la première fois qu'on a une personnalité comme ça en fait en Côte d'Ivoire qui vient et qui s'adresse à tout le monde, qui veut faire rêver tout le monde. Et de cela, j'ai commencé à rêver en fait. Ah, on va aller en Coupe du Monde. Oh oui, je vais aller en Allemagne. Oh oui, je vais faire tant. Et au fil de ça, j'ai toujours gardé ce rêve-là de vouloir aussi quand même un jour apporter un petit quelque chose à quelqu'un. Donc je me dis que c'est cette inspiration qui m'a donné. Donc pour moi, c'est le minimum que je puisse faire en fait, d'ériger une statue en son nom. Des œuvres exposées dans des galeries d'art à travers le monde, mais Brice n'oublie pas sa terre natale. Nous le retrouvons à Abidjan, où il vient d'acheminer 2 de ses créations. Donc ça, ce sont des onyx sur lesquels j'ai travaillé en Italie. Ces 2 pièces, je les ai fait venir à Abidjan pour pouvoir faire profiter à mes proches. Il y a cet aspect-là et puis un peu faire la promotion du travail de la sculpture sur pierre ici. Retour à New York après une journée passée avec ses formateurs, Brice regagne son lieu de résidence à Harlem. Il partage son habitation avec un autre Ivoirien, Karl Keïta. Son diplôme d'économie en poche, Karl suit à présent des cours dans la plus prestigieuse école de mode et de design de New York. L'économie était un choix motivé par mes parents. Et ensuite, après l'obtention de mon diplôme, je me suis demandé si ça valait le coup de continuer quelque chose que j'affectionnais, mais pas tant que ça. Bien faire quelque chose que j'affectionne vraiment, progresser dans ça et donner le meilleur de moi-même. Brice et Karl développent ensemble leur amour pour le dessin. Mes œuvres sont beaucoup influencées par l'art africain, je dirais, parce qu'on retrouve beaucoup de masques. Et également, je cherche à apporter un twist, comme on dit, c'est-à-dire je cherche à apporter quelque chose de nouveau. Des finances à l'art, le rêve américain de Brice et Karl est de faire de leur passion leur gagne-pain, certainement avec une autre corde à leur arc, la musique. Ici, en Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Laurent de Yopougon ouvre l'année pastorale 2018-2019 par un spectacle théâtral intitulé « L'amour à la recherche » tiré de la parabole du Fils prodigue. Ce spectacle vise à conscientiser les fidèles, à leur véhiculer des valeurs positives. Rosemond Kini et Sidonie Davila. L'amour à la recherche, c'est l'intitulé de cette pièce théâtrale tiré de la parabole du Fils prodigue de l'Évangile selon Saint Luc. Il est présenté par le groupe théâtral Famille Artistique Saint-Luc pour la nouvelle génération de Yopougon. L'objectif était de relater, de faire voir à tout spectateur l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Cette présentation artistique ouvre l'année pastorale 2018-2019. L'adoration eucharistique est la dévotion la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous. Ensemble, convertissons-nous. C'est le thème retenu pour cette année pastorale. Pour le curé de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, il est important de faire connaître la parole de Dieu à travers une pièce théâtrale. Pour faire arriver au cœur des fidèles le message de Dieu, je pense qu'une représentation comme celle-ci, ça peut être le chant, ça peut être la danse, mais une représentation théâtrale touche beaucoup. Au-delà des mots, au-delà d'une homélie, de grands discours. J'ai été très frappé par la représentation de ce matin qui m'a en fait découvrir l'amour incommensurable de Dieu pour tout homme. L'année pastorale 2018-2019 s'ouvre officiellement le 27 octobre prochain. La parabole du Fils prodigue présentée à cet effet met en exergue la miséricorde de Dieu qui permet aux fidèles de se rapprocher de Dieu.
L'actualité internationale nous conduit dans le sud de la France. Le bilan des intempéries dans l'Aude s'est encore alourdi avec au moins 13 morts. Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur par intérim, Édouard Philippe, s'est rendu auprès des sinistrés. Quant au président Emmanuel Macron, il a fait savoir qu'il se déplacerait dans le département dès que possible et que le remaniement gouvernemental ne serait pas annoncé ce lundi pour donner la priorité au secours des victimes. Et voilà, merci de nous avoir suivis et surtout très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.